Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Bonne année. J'espère que vous démarrez bien 2024. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année qui s'ouvre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un pledge que j'ai enfin reçu. C'est un peu une arlésienne, on l'attendait depuis longtemps. Il s'agit de Gods. Alors, première impression, un petit tour un petit peu de tout ce qu'on a, la profusion des choses qu'on a à la réception du pledge. Alors nous avons un petit recueil de nouvelles. Voilà, alors celui-ci se lit assez vite, je l'ai lu, hein. Vous connaissez mon goût pour les nouvelles. Et je dois dire que il y a 3 ou 4 auteurs dessus. Voilà, Franck Ferric, Bastien Lecoufflet, qui est aussi l'auteur du jeu, Justine Niegret, voilà, ils sont 3. Je dois dire que c'est inégal parce qu'il y a des tout petits trucs, il y a des trucs qui durent une page et demie, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Le deuxième, c'est un ouvrage un peu plus conséquent. Apparemment, c'est un roman. J'ai pas encore commencé. Ça s'appelle Les filles du Fauche Dragon. Alors, je dois dire que d'habitude, je suis toujours un peu partagé avec ces histoires de nouvelles dans le jeu de rôle. Moi, j'aime bien séparer un peu les deux. Mais je dois dire que dans un jeu comme Gods, je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir. Car là, on est vraiment en présence d'un jeu qui a un système de jeu original et surtout un univers très original. Donc ça peut valoir le coup d'avoir des portes d'entrée différentes que les parties de jeu de rôle, notamment pour les meneurs. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un écran qui est un peu... il est joli, mais il est un peu... comment vous dire? Il est un peu neutre, un peu... parce que terne, vous voyez, voilà, il n'y a rien qui dépasse. C'est... waouh, c'est... bon, ça fait bizarre, je m'attendais à un truc... Mais en même temps, encore une fois, je pense que ça renseigne assez bien sur les tropes du jeu. On a quand Échamaradon serra le poing, le kit de découverte. Bon, ça, je l'ai lu, il est très bien fait. Je ne sais pas si je referai une vidéo pour revenir dessus. Il est très très bien, puisqu'en une... il y a 60 pages, 80 pages peut-être 57 pages, il y a une soixantaine de pages. Et il y a des illus superbes déjà, hein. Il y a un peu la qualité du jeu. En 60 pages, vous avez les bases pour vous permettre d'appréhender le système et vous avez un petit scénario en plusieurs parties, quand même quelque chose d'assez qui pourra vous occuper un petit moment. Voilà, le scénario de kit de découverte. Et on a toute l'ambiance, on a tout qui se déroule, là c'est très très bon. Et puis nous avons le gros pépère que voici. Alors là on entre vraiment dans le dur. Donc ça c'est le livre de règles. Très très bon, je dois dire que c'est vraiment somptueux. C'est vraiment un cran au-dessus du reste, hein. Au-dessus de beaucoup de choses. Par les illus, la qualité même de la maquette, la qualité de l'impression. Et puis le livre de l'oracle. Alors celui-là, je ne vais pas trop en parler parce qu'en gros, c'est le livre qui permet pour l'oracle, donc c'est le meneur de jeu qu'on appelle l'oracle à Gods, et ça permet de connaître les secrets, d'avoir les révélations des secrets de l'univers. Donc j'ai pas trop... On va parcourir ensemble le livre de règles et je vais pouvoir vous livrer un peu mon ressenti. Alors déjà, bon, voilà, on est toujours dans quelque chose de très très qualitatif. Regardez, dès la première page, vous avez une superbe carte du monde. J'allais dire, rien que pour moi qui suis un fan des cartes, rien que pour la carte, ça vaut le coup. Voilà, magnifique. L'Empire du Soleil Noir, Valor, Elaine. Et puis dès le début, voilà, c'est un jeu qui claque à toutes les pages, hein. Voilà, voilà, mise en page somptueuse, la table des matières. Et vous voyez, dès la page d'après, on a voilà, de rien, il y a des essences primordiales. On a une qualité de dessin, d'illustration. C'est un jeu très, comme je les aime, quoi, vraiment très poétique, qui nous amène vraiment ailleurs, qui permet de sortir du quotidien. Alors, je vais vous dire peut-être ce qui est écrit derrière le livre. Les dieux ont déserté les terres sauvages, détruits, exilés, oubliés, abattus par les premiers hommes dans leur soif insatiable de liberté et de pouvoir. Alors vint la fin du premier âge.
Alors vint le temps de l'oubli. Parmi les ruines d'anciennes cités cyclopéennes et de temples abandonnés, de nouvelles civilisations se déchirent autour des vestiges d'un temps révolu. Le culte du soleil noir impose sa loi, répand la sainte parole de son prophète et fait plier les empires entiers sous le poids de son dogme inflexible. Vous êtes un héros, un élu, un porteur d'un étrange éclat, réceptacle du pouvoir d'un Dieu disparu. Vous ferez trembler les fondations de ce monde brutal à la recherche de votre destinée, d'un âge de sang et d'acier. Avertissement. Ce jeu traite de sujets sensibles et contient des éléments visuels ou narratifs explicites, susceptibles de heurter la sensibilité du lectorat, réservé à un public averti. Voilà, magnifique entrée en matière, donc vous l'avez compris. Nous sommes dans une espèce de... Ça pourrait rappeler Midnight, vous voyez, il y a ce culte du soleil noir qui, depuis le départ des dieux, s'est instauré comme un système de civilisation proto-fasciste. Et puis vous allez jouer des personnages qui ont récupéré un objet qui leur permet d'être en contact avec les dieux et donc d'avoir des pouvoirs. La mort est apparue alors, la guerre. Les dieux devant agir contre la folie des hommes. On a une espèce de petit prélude avec des dessins. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais c'est somptueux. Voilà, c'est magnifique à toutes les pages. Vous en prenez vraiment pour votre grade. Et vous avez très très peu de lignes, mais en gros ça résume ce que je vous dis. Hein. Les dieux qui disparaissent. Il faut être acheté à la rédemption au lieu du Dieu unique. Voilà, ils sont passés à un Dieu unique en fait. L'empire du soleil noir, c'est un peu la victoire du monothéisme sur le polythéisme. Alors c'est un peu la thématique centrale du jeu qui va être centrée, sur lequel vont se centrer les énigmes que vous allez lire. Bienvenue dans le monde de Gunn. Je vais vous lire cette petite introduction. Les dieux ont déserté les terres sauvages, détruits, exilés, oubliés, combattus par les premiers hommes assoiffés de liberté. Alors vint la fin du premier âge et le début du second. Alors vint le temps de l'oubli. Aujourd'hui, de nouvelles civilisations se déchirent parmi les ruines d'anciennes cités et de temples abandonnés, vestiges d'un temps de grandeur résolue. Oui, on peut un peu plus développer, c'est ce que je vous ai dit, le culte du soleil noir répand sa sainte parole de son prophète et fait plier les empires entiers, etc. Bon, très bien, on est toujours dans la présentation. On a ensuite une première partie où on va nous parler un petit peu des terres sauvages. Le nord, le sud, l'est, les déplacements. Voilà. La faune et la flore, les vestiges du premier âge. Encore une magnifique illue de tours. Voilà, c'est superbe. Vraiment, vraiment superbe. La communication, donc plusieurs langues. Il existe de nombreuses langues et dialectes parmi les peuples des terres sauvages. Heureusement, le babélite est largement pratiqué, ne serait-ce que sommairement, pour deux raisons. L'ancienne langue de Babel ne peut être pas la première parlée par l'humanité, mais c'est la première à avoir développé l'écriture. Voilà, c'est donc celle-ci qui s'est imposée. Elle a certes évolué au cours des millénaires, mais elle s'est aussi largement répandue, influençant de nombreux autres alphabets et langues. Le babélite est également la langue du commerce. L'ancienneté, la puissance et la place centrale de Babel au sein des terres sauvages en font un centre commercial incontournable. Un marchand digne de ce nom parle couramment le babélite. En outre, l'arithmétique moderne est née à Babel, et c'est ce système qui est globalement utilisé par les marchands des terres sauvages. Bien sûr, vous tomberez rarement sur quelqu'un pratiquant le babélite au fond des jungles de Thule ou dans les zones reculées de nombreuses régions. Alors, petite parenthèse, vous voyez, là on entend parler de Babel, qui est un terme qu'on connaît tous, de Thule, qu'on connaît aussi par rapport à Thulé. C'est un espèce de conglomérat, ces terres sauvages, mais ça fonctionne en fait. J'étais un peu sceptique au début, les premières communications que vous avez fait sur le jeu, et puis finalement on s'y fait. On a ensuite une cosmographie, calendrier, astrologie, pour savoir comment on se repère. Alors,
Et puis on a en fait les maisons, le calendrier solaire, le cycle lunaire et les maisons. Le loup est le temps qui marque le commencement de l'année. Les arbres sont nus. Alors, voilà. Donc les temps, on a le loup, l'enfant, l'arbre, le sceptre, le vautour, le tourbillon, le glaive, le chat. Le centre du monde. Et ensuite, on va survoler tout cet univers. On arrive là à Babel. Donc, toujours ces îles magnifiques. Vraiment magnifiques. Babel, le centre du monde. Alors, je pense que je ferai des lectures plus approfondies. Là, c'est vraiment un tour de découverte. Nous avons Saba au jardin céleste. Nulle ville, nulle capitale à travers la terre sauvage ne jouit de la réputation prestigieuse, légendaire même, de la glorieuse Saba. Des poèmes, des chroniques, des tableaux sans nombre ont été faits en son hommage, et même ses habitants peinent à la décrire. Elle accueille à elle seule la moitié de la population du royaume, strictement répartie en 3 secteurs concentriques. Saba, les jardins célestes. Uruk l'insoumise, la multitude divine. Le Khalistan. Vous voyez, rien que dans cette présentation, on sent la richesse. Les jumeaux, le Khalistan, les jumeaux dissemblables. L'homme prudent évite de froisser les dieux, mais s'il n'attend rien. Voilà. Le pays des maléfices. Oul, le pays des maléfices. On est toujours là dans la présentation. Saët, le pays des cendres. Ah, il y en a. Je peux vous dire que rien qu'en background, que pour l'univers, ce jeu a l'air terrible. L'océan d'arbres Toulé. Des peuples apparemment légèrement un peu plus, qui ressemblent un peu plus à de l'afro. Peau très noire, cheveux ondulés, les tribus de Tulle. Apparemment c'est clanique de ce côté-ci. L'empire du soleil noir, il y a un petit clin d'œil. Vous allez très vite le voir. Regardez bien à quel entrepreneur je vous fais penser. Et oui, Star Wars, on sent qu'ils ont été pompés à droite à gauche, mais ça fonctionne, c'est très étonnant. J'ai été le premier surpris. En fait, ce patchwork fonctionne très bien. Alors là, bon, voilà, les 10 familles, la sœur, le cœur du sombre froid, les légions noires de Lux, le culte du soleil noir, la horde, les cavaliers du chaos. Si l'on en croit les vieux contes, le peuple Kataï vivait autrefois dans la glorieuse cité de Kokhan, berceau foisonnant de connaissances et de richesses. Ce paradis urbain lui avait été offert par les dieux, afin qu'il survive plus aisément à un monde hostile et sans égard pour la vie humaine. Or, la population prospère n'ayant de cesse de croître, Kokhan ne put bientôt plus accueillir tous les Kitaï. Le monde extérieur, le grand au-delà, devint alors synonyme d'épreuve et d'exil. Personne ne souhaitait être forcé de quitter Kokhan pour risquer sa vie dans le grand au-delà, car la déesse Amarak attendait patiemment les âmes pour les juger avec rigueur. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Si c'est parce que ça fait longtemps que j'attendais de recevoir, j'avais ouvert un nouveau jeu de rôle, mais il est magnifique. TG, la République de Talos. Je crois qu'on peut encore le commander. Moi, je l'avais pledgé chez Arcane Asylum. Je crois qu'ils en ont dans la boutique. Enfin, en tout cas, ça vaudrait le coup peut-être de les contacter. Le mur des anciens. Aon, le peuple gris. Et on continue toujours à dérouler du fluff. C'est là-dessus que, comme je vous disais, c'est un jeu assez de récit, d'histoire. Donc c'est très bien qu'on ait des cacahuètes. Avorae, l'empire du Ponant. Les voisins des arbres, une nouvelle aube et une nouvelle ombre. Les chevaliers d'Avorae. Là on est plus dans du médiéval. Les royaumes divisés, la lumière déchue.
Par bien des affectés, le Cétomagus, les enfants du bois et leurs cousins d'Avorae, les enfants des feuilles, partagent un héritage commun. Même si les destins de leurs pays respectifs divergent en de nombreux points, les clans Sétou entretenaient de bien meilleurs rapports entre eux que leurs voisins nordiques et vivaient en bonne intelligence. Cette relative stabilité tenait à la structure sociale antique, car les clans étaient rassemblés en fédérations menées par des chefs élus, les teutataires. Leur rôle était justement de tempérer les rivalités. Et si les affrontements entre clans ne manquaient pas, ils étaient de courte durée et l'embrasement parvenait toujours à être évité. Et on continue à dérouler. Valor, le fléau du Nord. Ah, pour moi, Valor, ça restera toujours le guitariste des Sisters en Mercy, qui s'est emparé du groupe à Valdeim, les enfants de 10 000 ans. Là, on est plus sur du celtique. Ça ressemble beaucoup à Jon Snow. Lieu des terres sauvages. Alors nous avons ensuite des petits zooms sur certains lieux importants. Voilà, je déroule en même temps que vous. Je découvre Panthéon des Glaces, avant l'Empire Viridia, l'héritage de Mircea, l'art du Panthéon du Don Céleste. On n'a toujours pas, on est à peu près à la moitié du livre, on n'a toujours pas attaqué le système. Royaume divisé, les panthéons de Cétomagus. Les divinités mineures. Voilà. Apparemment, on fait le tour des panthéons de cet univers. Le culte des esprits, tu laisses ça être le panthéon des cendres. Ok. La légende de Naché. Et on arrive enfin à la page 263 au système de règles. Alors c'est le système totem. Alors Gods est un jeu d'aventure, de magie, d'exploration et de combat aussi épique que mortel. C'est également un jeu collaboratif où les relations entre personnages joueurs, alliés au sein d'un groupe, jouent un rôle essentiel. Pour survivre dans les terres sauvages, il faudra coopérer. Le rôle de l'oracle, tout à la fois la conteuse et metteuse en scène de l'univers de Gods, elle possède les clés de l'univers, la connaissance du scénario et endosse le rôle de l'arbitre lorsqu'il est nécessaire de trancher un point de litige sur les règles. Il se doit d'être juste et impartial, mais également d'être à l'écoute des joueurs, car si l'oracle met en scène leurs aventures, ce sont bien les joueurs qui en sont les héros, et il ne doit en aucun cas leur dicter leurs actions. Le matériel de jeu. Alors, en plus de sa feuille de personnage, chaque joueur aura besoin d'avoir de quoi écrire et d'environ 8 dés à 10 faces, ainsi que 2 dés 10 supplémentaires, chacun d'une couleur différente. Ah, j'adore ça, j'adore ce genre de système. Le mode de jeu. L'univers de Gods propose 3 modes de jeu, héroïque, épique et légendaire. Au fur et à mesure de leur progression, les PJ auront bien sûr l'occasion d'évoluer au travers des 3 modes de jeu, qui se traduisent par la progression de leur relation vis-à-vis de leur divinité au travers de la rencontre, de l'entente et finalement de l'accord. Les scénarios de Gods préciseront le mode de jeu recommandé, mais dans leur parution conservera une évolution progressive d'héroïque à légendaire. Les 8 caractéristiques fondamentales de Gods permettent de définir les capacités basiques du personnage. Il en existe 8, répartis en 4 grands attributs: physique, manuel, mental et social. Si les règles font mention d'une action sociale, il s'agit d'une action qui fait appel à l'une des caractéristiques sociales, soit la volonté ou l'empathie. Il en va de même pour une action physique, manuelle ou mentale. À moins que ce ne soit spécifiquement mentionné, les règles, on arrondit toujours à l'entier supérieur. La valeur de chaque caractéristique d'un personnage est généralement comprise entre 1 dé et 3 dés. Mais des êtres et des créatures exceptionnelles peuvent avoir des scores plus élevés, les élus. Au summum de leur puissance, peuvent avoir un score de 5 dés dans leurs caractéristiques. Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être affectées temporairement ou de façon permanente par des effets. Voilà, si vous êtes blessé, etc., j'imagine, ou avoir un bonus. Caractéristiques et 2D. Si une caractéristique est réduite à 0D par un effet extérieur, le jet qui devait être fait avec cette caractéristique échoue automatiquement. Alors,
Voilà, donc physique, il y a puissance et résistance, manuel, précision, réflexe, mental, connaissance, perception, social, volonté, empathie. Donc ça, ce sont les caractéristiques de base, en 100 points dans le système. Et après, on a les compétences. Hein, donc art, adresse, bouclier, animalisme, athlétisme, éclat, cité, armurerie, corps à corps, faune, discrétion, lune, civilisation. Voilà, avec celles qui ont des astérix sont plus ou moins rares. Le niveau de compétence, alors... Alors dans Gods, les compétences ne déterminent pas ce que les personnages sont capables de faire ou non. Chaque personnage peut toujours tenter un jeu relevant d'une compétence qu'il ne possède pas, mais elle confère un ou plusieurs dés de bonus dès qu'une action relève d'une de ces compétences et peuvent être autorisées et peuvent même autoriser une ou plusieurs relances. Exemple, vous êtes débutant dans une compétence, vous avez un bonus de 1 dé, pas de relance, vous êtes confirmé, vous avez un bonus de 1 dé et une relance de 1 dé, etc. Voilà, il y a 4 niveaux de compétences, de débutant, confirmé, expert et maître. Si son personnage est confirmé en pistage, tente de suivre les traces d'un animal, le joueur lancera un dé supplémentaire sur cette action et il pourra, s'il le désire, relancer un dé de son choix une fois le jet effectué. Les relances. À partir de niveau confirmé, les compétences permettent souvent de relancer un dé une fois que le jet est effectué. Parce qu'il faut bien sûr avoir une difficulté de 6 par exemple, bah, vous allez relancer un 2, 1, 2, 3 ou 4. Voilà, les langues supplémentaires par rapport aux compétences, c'est assez simple en fait. Hein. Voilà, les compétences de l'arme, compétences de l'animal. Voilà. Oui, ça c'est une classification des compétences. L'homme, l'outil, l'arme, l'animal, l'inconnu, les terres sauvages. Par exemple, athlétisme, c'est dans... ça couvre les activités comme l'escalade, natation, course, ainsi que les épreuves de force et d'endurance. Acrobatie, course-poursuite, épreuves de force, etc. Les spécialités. Si un personnage possède une spécialité dans une compétence, il bénéficie de bonus de plus 1 dé. Lorsque la spécialité s'applique. Voilà, et là on vous explique un petit peu comment mettre les seuils de... Donc facile, c'est à 5, difficile à 7, très difficile à 9. Les bonus et les malus, voilà, limité de dés de bonus. Les handicaps, l'obscurité par exemple, voilà. Ils sont risqués, voilà, handicap 3, complications importantes, action dangereuse. Si une action réussit malgré un handicap, on se reporte à l'abandon total de réussite. Un seul handicap peut s'appliquer à une action. Si plusieurs circonstances défavorables se cumulent, il suffit d'augmenter le degré de handicap. Voilà. Les réserves. Afin de retranscrire le stress, la fatigue, ainsi que les ressources mentales et physiques, le système de God utilise un principe de réserve, un nombre de dés qui se réduit à mesure que le personnage subit des dommages ou puise dans ses ressources. Ça, c'est pas mal. Cette gestion, cette possibilité de pouvoir dire là, j'en ai encore sous le coude, je vais l'utiliser tout de suite tant que je suis frais, parce que cette action, je veux vraiment la réussir. Et du coup, votre réserve chute, et du coup, la fois d'après, vous ne pourrez pas... J'imagine que ça se récupère. Alors, il y a la réserve de sang-froid et la réserve d'effort. Les dés d'effort s'utilisent après l'action pour relancer des dés. Chaque dé d'effort dépensé permet d'effectuer une relance dans les mêmes règles limites que pour les règles de sang-froid. Alors, les dés de sang-froid s'utilisent avant l'action pour lancer des dés supplémentaires. Exemple, sur une attaque au corps à corps avec puissance à 2 dés, le joueur pourra utiliser jusqu'à 2 dés de sang-froid. Il lancera donc 4 dés sur cette action, plus d'éventuels dés de bonus issus d'une compétence. Voilà, la soif par jour, c'est moins 1 dé d'effort et moins 1 dé de sang-froid. La faim par jour, c'est moins 1 dé d'effort et moins 1 dé de sang-froid. Et force physique, marche rapide, c'est moins 1 par demi-journée, c'est moins 1 dé d'effort. Effort physique intense, etc. L'épuisement, voilà, il y a pas mal de systèmes, ça a l'air très sympathique. Ça a l'air assez élégant, ça a l'air assez facile à mettre en place sur la résolution. Bon, il faut le tester, hein. Je vous dis ça en le lisant comme ça. Moi, j'adore les jeux l'équipe Roll and Keep au Dédi, je trouve ça très bien. Le combat, la réaction dans l'ordre de jeu, voilà. Ok.
l'action d'attaque. Ok. Pour les attaques au contact, d'ailleurs, la difficulté débutant c'est 7, confirmé c'est 5 à 7, expert c'est 5, 7, 9, maître c'est 7. Pour attaquer avec une épée, on effectue un jet de puissance plus mêlée. Pour attaquer à main nue, on effectue un jet de puissance plus corps à corps. Si le personnage est débutant ou ne possède pas la compétence requise, la difficulté du jet sera de 7. Si le personnage est confirmé dans les compétences utilisées, le joueur pourra choisir une difficulté de 5 ou 7. La difficulté du jet de défense étant égale à celle du jet d'attaque. Le fait de pouvoir moduler la difficulté de son attaque permet de s'adapter à l'adversaire et de compliquer la tâche du défenseur. Ah ok. Si vous prenez une difficulté de 7, ça veut dire que le gars qui doit parer en face de vous, lui aussi est enclin à une difficulté de 7. C'est pas mal. En termes de stratégie, ça m'a l'air d'être le petit truc qui peut être très intéressant. Les blessures et leurs compétences. Voilà. Les soins, les déplacements, les rencontres avec les personnages d'anthologie, les techniques de combat, la création d'un groupe de personnages. Ouais. Ouais, parce que vous pouvez choisir un groupe rattaché à un territoire. Apparemment, vous pouvez choisir Valdheim ou Velor, Tulé, voilà. Houle. Et vous faites tout votre groupe comme venant. Voilà. Les étapes de la création de personnages. Le joueur définit le concept, l'âge, le genre, la principale activité. Le joueur définit le signe astrologique et le peuple de son personnage. Répartissez des dés de caractéristiques. Chaque caractéristique possède un niveau de base de 1. Le joueur est réparti ensuite 8 dés, comme il veut. Ok. Progression des personnages. Bon, là, on est sur le très classique qui vous explique les mécaniques du jeu. Les instincts. Alors ça, c'est aussi un autre paradigme très intéressant. Chaque personnage va avoir des instincts, et ces instincts vont déterminer des principes interdits. Enfin, des principes ou des interdits, en fait. Donc si vous prenez par exemple l'instinct architecte, que serait la civilisation sans l'architecte? Il bâtit des cités aux tours effleurant les cieux, retranchés derrière leurs hautes murailles, véritable défi lancé aux terres sauvages dans ces palais somptueux. Les puissants exerçaient leur autorité sur des peuples qui auraient depuis longtemps disparu sans une main ferme pour présider à leur destin. L'architecte est le dernier rempart face au chaos qui menace d'engloutir le monde. Les principes donc construire, créer quelque chose de valeur, nouer des liens durables, planifier à long terme avec succès, mener une communauté à se dépasser, surmonter les difficultés. Les interdits, détruire, quitter une communauté, engendrer le chaos, agir sans réfléchir, défier la hiérarchie, favoriser l'individualisme. Caractère organisé, réfléchi, pragmatique, persévérant. Instinct imposé, le fléau. Capacité d'instinct, don de l'architecte. Une fois par jour, le personnage peut réaliser un jet de volonté plus vigilance facile. Il n'est pas possible de dépenser des réserves de jauge sur ce jet. On note le nombre de réussites. Ces réussites sont autant de des modus qui peuvent être utilisés sur n'importe quel jet, liés aux compétences de l'homme ou de l'outil. Capacité d'instinct, la main du créateur, etc. Voilà, un petit système a l'air vraiment très, très somptueux. Ce système donne vraiment envie de l'essayer. Les instincts du groupe. Ok. Donc à chaque fois, vous avez ce double truc, hein, les individualités, les personnages et ce que représente le groupe. Choisir son dieu. Voilà. C'est très important, hein, puisqu'on joue un élu, je vous le rappelle. L'existence en tant qu'élu, l'élu et son dieu, et l'équilibre. Donc le tout va être de garder l'équilibre, si j'ai bien compris. Un des tropes du jeu important. Le matériel, les objets, voilà, magnifique. Bon là, on des armes, voilà, tout ce qui va bien. Les éclats. Voilà, la théorie de l'oracle, les éclats, l'encombrement, l'embrasement, la magie et les éclats. Donc les éclats, c'est ça qui va vous donner certains pouvoirs. Capacité d'éclat et sphère d'influence. Voilà, vous avez beaucoup d'armes dans les éclats. La connaissance de l'inconnu, les faveurs, pouvoir des dieux, faveur de la bête, faveur du feu, faveur de l'humain, faveur des lunes, faveur de la mort, faveur du soleil, faveur de la vie,
ce jeu a l'air terrible. La magie rituelle. Quelques rituels. Rituel du soleil, rituel mixte. Le bestiaire classique. Les animaux aquatiques, le grand requin, et enfin un index. Et je pense qu'après on a des annexes. Babel, les cités, des cartes, des très belles cartes. Voilà. Et chaque région est reprise avec les cartes. Et on va terminer par la grande carte. Aventure dans les terres sauvages. Voilà, donc là je fais le tour de ce premier ouvrage. J'y reviendrai, je pense, dans le détail. Comme je vous le disais, en plus en ce moment, j'ai pas trop de matière pour faire des vidéos, donc c'est parfait. On va prendre le temps tranquillement de regarder tout ça. En tout cas, mon premier point de vue, c'est que certes, on a attendu très longtemps, mais on a quand même quelque chose qui a l'air de tenir ses promesses. Tant sur le voie, moi je mets un gros plus sur l'univers qui est vraiment, qui fait patchwork, mais très original en fait. Moi, c'est tout à fait le genre d'univers que j'aime. Et puis la présentation, les livres en eux-mêmes. J'allais dire, même si vous êtes plutôt du côté des collectionneurs, Dieu sait que je préfère les gens qui jouent que les gens qui collectionnent, mais après tout, chacun a le droit de... Voilà. C'est de très beaux livres. Voilà. J'espère pouvoir vous en dire rapidement un petit peu plus sur ce jeu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.